Madame la ministre, je souhaite évoquer avec vous la carte scolaire d'une académie que Madame la ministre de l'Éducation nationale connaît bien, celle de Limoges. Comme l'an dernier, à la même époque, cette académie, et plus particulièrement le département de la Haute-Vienne, connaît une véritable saignée dans le premier degré. 18 suppressions de postes, 29 fermetures de classes et aucune création de postes dans la brigade de remplacement déjà exsangue. Vous allez sûrement m'opposer la baisse des effectifs et la baisse démographique, mais les chiffres ne peuvent pas tout expliquer. Dans mon département, par exemple, le nombre de professeurs par élève est inférieur à la moyenne nationale et à la moyenne académique. Ce chiffre-là, vos services n'en parlent pas. En Haute-Vienne, comme dans de nombreux départements, la carte scolaire est vécue chaque année comme un couperet. Sur le fond comme sur la forme, elle suscite toujours plus de critiques. Si l'éducation nationale est vraiment une priorité, il faut alors donner aux enseignants les moyens d'exercer leur métier dans de bonnes conditions. À l'heure où le gouvernement annonce de nouvelles restrictions budgétaires, nous ne pouvons pas accepter de sacrifier l'avenir de nos enfants sur l'autel de la rigueur. Purement arithmétique, sans prospective ni perspective d'ailleurs, la carte scolaire telle qu'elle est élaborée aujourd'hui est inadaptée. Pourquoi ne pas revoir la méthode en introduisant par exemple une vision pluriannuelle ? Madame Belloubet l'a d'ailleurs évoqué le 14 février dernier lors de la séance des questions d'actualité. Pourquoi ne pas mieux associer les maires, les élus ? L'an dernier déjà, je plaidais ici même pour un moratoire afin de se donner le temps de la réflexion. Il n'est pas trop tard. Madame la ministre, entendez la colère et les inquiétudes vraiment dans nos territoires. Remettez l'école publique, laïque et républicaine au centre des villages comme de nos villes. J'aimerais vraiment insister sur cette notion de réflexion pluriannuelle. Je crois qu'elle est indispensable. Vous avez parlé de concertation. Si l'on parle de l'Observatoire des dynamiques rurales, écoutez, on en attend beaucoup parce que pour l'instant, cette concertation, elle n'a pas eu lieu. Il y a eu une seule réunion le 19 décembre. Les parlementaires n'ont pas été associés à cette réflexion. Seuls les présidents de PCI l'ont été alors qu'ils n'ont pas compétence. Donc, il y a matière à améliorer effectivement la concertation et je vous le redis, une vision pluriannuelle s'impose. Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur l'avenir des centres de gestion qui assurent pour le compte des communes et des établissements publics locaux qui emploient moins de 350 agents des missions de gestion, d'assistance et d'expertise dans le domaine des ressources humaines. Ils sont donc très précieux pour les élus locaux. Aussi, les centres de gestion coopèrent entre eux au niveau régional en mutualisant plusieurs de leurs missions dans un souci d'efficacité et d'économie de leurs moyens. En Normandie, cette coopération est particulièrement efficace et bien adaptée aux problématiques RH que partagent les maires et les présidents d'intercommunalités. Les CDG se sont par ailleurs volontairement regroupés au niveau national au sein d'une association, la Fédération nationale des centres de gestion, qui assure leur représentation auprès du Parlement, du gouvernement ou des administrations centrales, coordonne ainsi certaines de leurs missions. Au cours des dernières années, plusieurs tentatives de fusion régionale ou nationale des centres de gestion ont été entreprises par les pouvoirs publics, à contre-courant, il faut bien le souligner, des besoins de proximité exprimés par les élus employeurs. Aujourd'hui, dans le Calvados comme ailleurs, une majorité de centres se mobilisent de nouveau pour repousser la transformation de leur fédération en établissement public national, ce projet faisant poindre le risque d'une mise sous tutelle, puis, à terme, de leur disparition au profit d'une structure nationale déconcentrée, pilotée depuis Paris. Les élus des centres de gestion considèrent que le statut associatif actuel de leur fédération, la FNCDG, donne satisfaction. Ce faisant, je souhaiterais donc connaître les intentions du gouvernement en la matière et savoir si vous comptez prendre en considération les positions exprimées par les élus des centres de gestion, représentants des communes et des intercommunalités partout en France. Merci Madame la Ministre pour votre réponse et ces précisions, car en effet, pourquoi remettre en question une organisation qui donne toute satisfaction dans nos territoires? Les élus de mon département m'avaient interpellé à ce sujet et je pense qu'ils seront satisfaits de votre réponse. Madame la Ministre, ma question porte sur le dispositif de l'indemnité de résidence dans le Pays de Gex. Frontalier de la Suisse et plus particulièrement de la métropole genevoise, ce territoire est confronté à une problématique majeure de cherté de la vie. Et à titre de comparaison, les prix du logement y sont au même niveau pratiquement qu'en Île-de-France. Cela a de graves conséquences pour les fonctionnaires, certains se retrouvant
dans des situations de grande précarité et pour les collectivités qui peinent à recruter afin d'assurer le bon fonctionnement de leurs services publics. Depuis 2020, j'ai interpellé à plusieurs reprises le gouvernement sur ce sujet. Un amendement avait même été adopté lors du PLF 2023 au Sénat. Aussi, en septembre 2023, je me suis réjouie de l'annonce de Stanislas Guerini d'accorder l'indemnité de résidence à une soixantaine de communes de Haute-Savoie et du Pays de Gex, à la suite de la mobilisation de nombreux parlementaires locaux. Même si le montant de l'indemnité de résidence reste modique, environ 50 € net par mois en moyenne, c'est une première avancée. Néanmoins, seules 11 communes de l'agglomération du Pays de Gex sur 27 sont concernées, celles qui sont classées en zone A dans le Code de la construction et de l'habitat, alors même que les problématiques de vie chère sont les mêmes sur tout le territoire. C'est vraiment incompréhensible pour nos élus. Ce périmètre restreint entraîne une rupture d'équité du côté des agents qui ne bénéficient pas tous de cette indemnité, bien qu'ils soient tous confrontés au coût exorbitant des logements, et du côté des collectivités, celles qui ne bénéficient pas de l'indemnité de résidence subissent un déficit d'attractivité qui accentue encore leurs difficultés de recrutement. Donc, Madame la Ministre, envisagez-vous d'octroyer l'indemnité de résidence à toutes les communes de l'intercommunalité gessienne, et plus globalement, comment envisagez-vous de réformer cette indemnité de résidence? Madame la ministre, être réfugié à Paris, c'est souvent, trop souvent, arriver sur un bout de trottoir et y rester. C'est faire face immédiatement, dès son arrivée, aux carences d'un État qui a oublié sa mission de garantir l'accès aux droits fondamentaux prévus par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Les personnes primo-arrivantes sont confrontées à une absence d'organisation pour le premier accueil et à la baisse des moyens que vous y consacrez. Le nombre de personnes prises en charge par l'État dans le cadre de mise à l'abri dédié aux migrants en rue est passé de 12 154 personnes en 2017 à 4 105 en 2023 à Paris. Alors en 2015, cette désorganisation pouvait s'expliquer par la hausse rapide des arrivées. Mais depuis 9 ans, la politique mise en place par votre gouvernement n'a jamais permis un premier accueil et une prise en charge digne des personnes arrivées. Elle n'a jamais eu comme ambition de faire disparaître les grands campements, souvent situés dans le nord-est parisien. Exception faite de 2 périodes, lorsque la bulle humanitaire créée à la demande de la maire de Paris, Anne Hidalgo, fonctionnait, et lors de la crise sanitaire et des confinements. Preuve que lorsque la volonté est là, ça fonctionne et que rien n'est inéluctable. Depuis la fin de la crise Covid, des centaines de personnes primo-arrivantes vivent à nouveau dans une extrême précarité. Hier, plus de 400 jeunes, évalués majeurs par le département de Paris, non pris en charge depuis des mois par l'État, ont été expulsés par la préfecture de police sans aucune solution d'hébergement, même transitoire, malgré les demandes des élus parisiens. Alors face à ces lacunes, la ville de Paris se mobilise et héberge ces familles, ces femmes, ces hommes. 436 personnes dans des gymnases municipaux début février. Plus récemment, la ville a dû ouvrir un lycée pour héberger des familles dont les enfants scolarisés dans nos écoles dormaient pour beaucoup dans les écoles grâce à la solidarité sans faille des communautés éducatives. Mais la ville de Paris ne peut pas à elle seule assurer l'accueil digne de toutes les personnes primo-arrivantes. Nous avons besoin que l'État prenne enfin ses responsabilités. Que comptez-vous faire, Madame la Ministre ? Le 16 juin dernier, un séisme d'ampleur historique a frappé la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. Le nombre de communes reconnues en état de catastrophe naturelle est désormais de 20. Tout le monde reconnaît l'efficacité des services de l'État et de l'ensemble des services de secours au moment du séisme et dans les jours qui ont suivi. Mais des problèmes aigus restent à régler 9 mois après. Trop de sinistrés demeurent dans une situation de grande précarité et surtout d'inquiétude. Ils ont pu exprimer leur désarroi au Premier ministre lors de sa venue à la Laigne, le 23 février dernier. Je souhaiterais donc m'assurer, plutôt Mickaël Vallet souhaiterait s'assurer, du soutien de l'État et du suivi des engagements pris par le Premier ministre sur 2 points précis. D'abord, les assurances et les banques. La moitié des maisons en zone dite rouge ou noire dans le département n'a toujours pas été expertisée. Et parmi les maisons examinées, certains l'ont été par des experts en assurance automobile, ce qui peut faire douter de la qualité de ces expertises. Or, sans expertise adéquate, les sinistrés ne peuvent bénéficier d'aides financières dont ils ont besoin. Des sinistrés continuent par ailleurs de rembourser leurs emprunts à la banque en plus de payer un nouveau loyer, certaines assurances ne prenant même pas en charge leur relogement. Le Premier ministre s'est engagé à réunir les représentants des compagnies d'assurance et à leur mettre, je le cite, un coup de pression. Qu'en est-il ? Ensuite, le soutien aux équipes municipales. Mon collègue Mickaël Vallet a sollicité du Premier ministre un soutien exceptionnel en fonctionnement pour les communes les plus touchées.
Les agents sont épuisés et, en plus des suites du séisme, il faut répondre au quotidien des administrés. Pouvez-vous, Madame la Ministre, vous engager à accorder à ces communes ne serait-ce que le financement de 2 emplois à plein temps de secrétaire administratif pendant 2 ans, mutualisés entre les communes? Si on veut trouver le bon support technique pour cela, on le trouvera, ce n'est qu'une question de volonté. Monsieur Mickaël Vallet vous remercie pour votre réponse et pour les sinistrés et les élus de ces communes.